Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice. L'OGC Nice est en quart de finale de Coupe de France et ce, après une victoire prolifique 4-1 sur le terrain des Chialos de la Mosson. Ça fait très plaisir pour plein de raisons, mais bon, notamment pour le spectacle. Enfin, ça a été suffisamment rare cette saison et puis pour cette qualification de prestige avec une affiche de prestige qui nous attend avec le tirage au sort qui a été fait il y a quelques minutes. On enregistre ce numéro jeudi soir. On attendait de voir ce que la suite du programme allait nous réserver. Ce sera le PSG au Parc. Forcément, c'est pas drôle sinon. Mais on en parlera un peu plus tard. On va d'abord revenir quand même sur cette rencontre à la Mosson, cette victoire d'éclat, 4-1, encore une fois. C'est suffisamment rare pour être souligné, et notamment cette saison. Pour décortiquer ce match, la performance des Aiglons, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Une victoire 4-1 à Montpellier, comme quoi tout arrive. Tout arrive, effectivement, la Mosson qui est un terrain qu'on n'aime pas trop, globalement, une équipe, un club qu'on n'aime pas trop, plus largement, mais ça s'est bien passé, fort heureusement. Il nous fait l'amitié d'être avec nous également, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas passé dans l'émission, et voilà, son retour nous met en joie. C'est Hugo. Salut Hugo, comment vas-tu ? Salut Sky, ça va super. Très heureux de faire mon retour pour une victoire avec 4 buts d'écart, la première cette saison, donc très content d'aborder ce match avec vous. Ouais, il y a à dire sur le contenu et je pense que globalement, au-delà des buts, on a vu un match plaisant. Par exemple, comparé à la victoire face à Metz il y a quelques semaines, rien à voir. C'était un peu plus sympa, malheureusement, devant la télé pour nous. Il y a eu une belle ambiance également dans le parquage visiteur, vu que la Mosson, on est quand même pas très loin du silence de cathédrale. On comprend les supporters montpelliérains vu la situation de leur club et le scénario du match, mais voilà, c'est force à ceux qui ont fait le déplacement et qui ont su mettre l'ambiance dans ce mouroir. Mais bon, trêve de troll et de pique sur le MHSC, on va essayer de se concentrer sur le match et sur le contenu et sur la victoire des Aiglons. Alors forcément, le score nous interpelle, nous habitués et adeptes du fariolisme et des victoires avec un but d'écart. Alors commençons peut-être par la composition d'équipe quand même, messieurs, quelque chose. Alors, pour une fois, peut-être d'un peu moins classique, parce que, certes, il y a toujours des absents, notamment avec la CAN. On vous rappelle que nos deux Aiglons, Jérémy Boga et Terem Mofi, sont engagés en finale avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc, un de nos joueurs reviendra avec le trophée. On est très content pour eux. Quelques absents, mais aussi un peu de turnover, puisque Lotomba, Barr était notamment mis sur le banc, Boudaoui également, Evan Guessant aussi, et j'en oublie certainement. Donc on va dire une équipe sans être expérimentale comme il y a quelques semaines face à Auxerre, qui est quand même une équipe bis. Marcin Bulka toujours dans les buts, certes. Romain Perrault dans le couloir gauche, une défense centrale classique Dante Todibo, couloir droit occupé par Pablo Rosario qui faisait son retour à ce poste-là, le couteau suisse néerlandais. Un milieu de terrain Youssouf, Alexis Claude Maurice, Morgan Sanson, et devant Tom Louchet occupé l'aile gauche de l'attaque. Mohamed Adicho trouvait enfin son côté droit dès le coup d'envoi, et Gaëtan Laborde retrouvait l'axe de l'attaque également enfin depuis le temps qu'on l'appelle de nos voeux. Le résultat, on en reparlera dans quelques instants, messieurs. Mais déjà, par rapport à ce 11, c'était peut-être... votre avis, en fait, est-ce que c'était couillu de faire ce turnover là face à une équipe quand même de Ligue 1? Alors Montpellier n'est pas dans une très grande forme, mais en coupe, faut quand même respecter tous ses adversaires. Et en plus de ça, le match à Montpellier en championnat non plus ne s'était pas spécialement bien passé. On avait été très heureux de ramener un match nul. Ou est-ce que pour vous c'était un peu l'occasion ou jamais entre notamment deux matchs très compliqués, on rappelle la semaine dernière à Brest et le derby qui nous attend ce week-end, le moment ou jamais de mettre certains cadres au repos? Ça a été plutôt bien, très bien géré par Francesco Ferrioli, parce qu'on a quand même une équipe qui sur le papier était très cohérente, et elle a été aussi sur le terrain. Mais justement, je pense que c'était vraiment l'occasion justement de voir des joueurs un peu comme Romain Perrault, Alexis Claude Maurice, Tom Louchet. J'ai ces trois joueurs en tête là déjà. Je pense que c'était bien de les faire jouer un petit peu. C'était aussi le moment, on a pu voir de faire souffler Melvin Barr, Jordan Lotomba, Hicham Boudaoui. Je pense que c'est bien. Ces joueurs-là seront frais contre Monaco dimanche, donc c'est une bonne chose. Après, je trouve que c'est un turnover, oui et non, parce que en fait, ça démontre qu'on a quand même un groupe qui est quand même bien construit, avec des joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent jouer à plusieurs postes.
C'est bien aussi parce qu'on a pu voir Mohamed Ali Chaud dans son poste de prédilection à droite et il a fait un très bon match. Donc voilà, des choix qui ont été plutôt bons, je trouve. C'est bien de faire un turnover comme ça sur un match en semaine. Parce que voilà, comme j'ai dit, ça permet de voir d'autres joueurs et de leur donner du temps de jeu, du rythme, de concerner tout le monde et aussi de faire d'en faire souffler certains autres. Il y a aussi Evan Guessant qui a joué en fin de match, mais qui a pu se reposer un petit peu parce qu'il a quand même pas mal enchaîné ces dernières semaines. Donc non, en tout cas sur la compo, c'était quand même bien. Ça a aussi confirmé la bonne période de certains joueurs comme Morgan Sanson, je trouve, qui a fait un match solide aussi. Bon, on y reviendra après sur la prestation globale, mais je trouve que tout le monde a quand même fait au moins un bon match. Et tout le monde a été là et a répondu présent. Donc c'était bien, à part peut-être une ou deux exceptions près, pardon. Mais en tout cas, non, c'était une bonne composition avec de bons choix, des bonnes entrées aussi, je trouve. Dante et Sanson aussi ont pu souffler en fin de match, donc c'était très bien. Hugo, avis partagé déjà sur l'idée. Alors forcément, rétrospectivement, avec le score, on ne peut que valider le choix, même si on valide l'essentiel des choix de Francesco Farioli, vu là où il nous mène pour l'instant, la deuxième place de Ligue 1 et un quart de finale de Coupe de France. Mais c'est vrai, voilà, il y a les absents de la CAN, il y a des blessures, je pense notamment à Sofiane Diop, qui aurait peut-être pu prendre une place au milieu de terrain ou sur le côté gauche s'il avait été totalement apte. Mais c'est aussi la récompense peut-être pour certains joueurs. Je pense à Romain Perrault qui doit se contenter de miettes depuis le début de la saison, qui était là titulaire. Tom Louchet qui est un peu voilà le chouchou du public et de notre entraîneur italien et qui le lui a encore une fois bien rendu. Voilà, c'est un mélange d'obligation, de récompense. C'est une manière de garder tout le groupe concerné pour les échéances importantes qui nous attendent sur les 3 derniers mois de compétition. Ouais, exactement. Comme vous l'avez dit tous les deux, je pense que déjà c'était nécessaire de faire tourner puisque le match contre Brest était vraiment très rapproché dans le temps et il avait été très très âpre physiquement. Il y avait une vraie bagarre au milieu de terrain, donc je pense que c'était nécessaire, notamment à Hicham Boudaoui qui est assez fragile par exemple, de le ménager. Melvin Barr qui a beaucoup donné. Et puis j'ai pas l'impression qu'on se soit non plus particulièrement affaibli sur ce 11 parce que comme l'a dit Jérémy, on a un groupe très homogène où ça se voit à peu près à tous les postes. Hier, par exemple, changer un Rosario avec le Tomba, j'ai pas vu une différence incroyable. Perrault, il a très bien fait l'intérim aussi à gauche. Peut-être juste le poste de numéro 9 avec Laborde-Guessant, qui est un thème qu'on réabordera un peu plus tard. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était, nécessaire, et deux, bien senti de la part du coach, avec les petites retouches là où il le fallait. Et qui prouve, comme on l'a déjà dit, que notre groupe est très homogène, et donc c'est quand même un bon point pour aborder la suite de la saison. Ouais, vous en avez parlé un peu, hein, messieurs, mais en plus de ça, vous regardez les entrants, tu as Baldé qui fait une belle entrée qu'on a assez peu vu cette saison, donc tu peux te permettre de faire jouer Guessant dans la dernière demi-heure. Tu as Antoine Mendy qui te permet même de faire souffler Dante, ce qui arrive quand même extrêmement rarement d'habitude, et on sait ce que Antoine Mendy a déjà montré cette saison. Tu peux même faire entrer après des jeunes que tu ne vois jamais en pro, mais enfin à part l'entraînement, que ce soit Traoré ou Doumbouya. Donc vraiment, moi j'ai l'impression que ce match-là illustre quelque chose qu'on a déjà souvent vu depuis le début de la saison, c'est-à-dire vraiment cette envie de concerner tout le monde, et le fait que en fait, quand tu fais appel, et c'est peut-être la marque aussi d'un groupe qui se fait confiance et qui tourne bien, quand tu fais appel à un joueur, que ce soit un jeune joueur ou un joueur avec en tout cas peu de temps de jeu, la greffe prend en fait très rapidement, et tu vois que ça permet d'entraîner tout le monde et de poursuivre cette dynamique collective, et ça en général c'est plutôt signe de saison réussie. Alors bon, voilà, on le disait, hein, il y a peut-être une ou deux exceptions sur lesquelles on va revenir. Et écoutez, ça va faire partie de nos 2 premiers sujets. Je voudrais revenir sur l'attaque, parce que je le disais quand même, une victoire 4-1, c'est assez exceptionnel pour l'OGC Nice. Hein. Le club a d'ailleurs sorti quelques stats. Les dernières fois, on avait gagné avec autant de buts, et notamment à l'extérieur. Ça se compte en années, voire en décennies. Du coup, voilà, assez exceptionnel sur un terrain qui nous réussit assez peu, avec un arbitre qui nous réussit assez peu. Ah, il a tout essayé pour relancer Montpellier, hein, monsieur Le Texier, mais ça n'a pas suffi malheureusement pour eux. Mais voilà, une attaque en feu. Est-ce que c'est selon vous un espèce d'effet Coupe de France après les 3 buts inscrits sur le terrain des Girondins de Bordeaux, ou est-ce qu'en fait c'est aussi
une formule qui commence à être trouvée. Alors forcément, on pense à l'arrivée de Mohamed Ali Chaud, auteur d'un très bon match. Également Tom Louchet qui est dans une forme voilà, olympique avec cette disponibilité et cette polyvalence. Voilà, pour vous, en fait, voilà, est-ce que c'est une parenthèse parce que compétition différente et cette nécessité d'aller chercher de toute façon la victoire pour passer au tour suivant, peut-être un peu moins en gestion que dans le championnat, ou alors voilà, quelque chose est en train de se créer où Francesco Farioli est en train de trouver la bonne équation qu'on cherche depuis maintenant plus de 6 mois. Alors j'espère pas que c'est qu'une parenthèse, mais après en fait ce qui était intéressant, si on regarde les buts, je pense les quatre, même si le dernier c'est un penalty, l'action d'avant aussi est révélatrice. Je trouve qu'il y a beaucoup plus enfin on en parlait souvent dans les émissions d'avant, beaucoup plus d'instinct et beaucoup plus de prise de risque sur les actions. Par exemple, la frappe de Youssouf, on prend le risque de frapper de loin. Alric aussi l'a souvent dit dans les émissions qu'il trouvait qu'on frappait qu'on frappait pas de loin comme ça, donc c'était un peu dommage. Là justement, il y a eu de la réussite, mais c'est passé. Pareil, le but de Mohamed Ali Chaud, c'est une frappe de loin où bon, c'est un très beau but aussi, mais justement il faut la placer, il faut prendre le risque et il l'a fait. Je veux dire, Tom Louchet aussi sur son but, il la prend en première intention, il se pose pas de questions. Hein. Bon, après, il était proche des buts, mais il la prend en première intention. Alexis Claude Maurice aussi, l'action qu'il fait il va jusqu'au bout de l'action, il va chercher voilà. Son penalty. Il va juste au bout, il joue avec l'instinct, avec le petit extérieur du pied sur sa frappe. Je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de questions. Enfin, on avait l'impression que les joueurs se posaient beaucoup moins de questions quand ils avaient le ballon dans les pieds aux abords de la surface. Et justement, il y avait beaucoup plus d'instinct et de première intention sur ces buts-là. Donc je trouve que c'était très intéressant de voir que pour une fois, on a peut-être eu un peu moins d'occasions, mais on a été beaucoup plus réaliste et c'était quand même très plaisant parce que c'était quand même un de nos points faibles cette saison. Donc c'est très très bien. Espérons que ça continue comme ça. Espérons surtout que ça donne de la confiance aux joueurs. Bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais pour moi, une des grosses satisfactions, c'est que Mohamed Ali Chaud ait pu marquer un but. En plus, un très beau but, donc ça va pouvoir le lancer, de chez nous. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu plus de réalisme, mais on est allé chercher ce réalisme avec beaucoup plus de risques et de premières intentions en fait. Donc c'est pour moi, c'est ça qui a été la clé hier soir. Hugo, l'OGC Nice hier a tiré 11 fois au but, ce qui est dans la moyenne basse, on va dire. En général, on tire entre 10 et 15 fois au but sur les rencontres de Ligue 1 notamment, mais a cadré 8 fois, ce qui est 2, 3, 4 fois plus que d'habitude. Bon, d'où la conséquence, c'est plus facile de marquer quand tu tires dans le but. Hein. Voilà, jusque-là, je ne vous apprends rien. Est-ce que selon toi, voilà, c'est la conséquence d'un peu plus de précision? Est-ce que cette précision-là, elle est due, voilà, les conséquences d'un peu plus de spontanéité, comme le disait Jérémy? Ou est-ce que c'est un hasard, je vais limite dire un hasard statistique en fait, de se dire cette fois-là, ça a été un peu plus cadré et du coup face à une défense, une équipe globalement assez faible, et voilà, de manière assez logique, ça s'est traduit au score. Ouais, moi j'ai un peu de mal à tirer des conséquences, à tirer des conclusions plutôt de ces 4 buts, parce que dans le sens où le but de Youssouf c'est un petit peu un exploit individuel. Sur ce genre de frappe, c'est très bien, effectivement, qu'on tente notre chance de loin, et c'est un exercice qu'on pratique que très peu, mais on peut dire qu'il y a peu de chances que s'il la retente au prochain match, il la réussisse, quoi. Donc il y a une bonne part de réussite, je trouve. Pareil sur le second but, où il y a le centre de Chaud est contré, il revient sur Louchet, qui a le mérite d'être bien placé. Sur le troisième but, il y a une perte de balle un peu bizarre des Montpelliérains qui profitent à chaud. Donc je dirais qu'on a été très réaliste et que c'est très positif parce que c'est vraiment notre plus gros défaut depuis le début de saison. Donc on va pas cracher dessus et se féliciter de ce réalisme froid dont ont fait preuve les joueurs hier. Mais je trouve que paradoxalement, c'est vraiment une de nos moins bonnes, en tout cas première mi-temps, de nos moins bonnes prestations dans le jeu cette saison. Après en deuxième mi-temps, forcément, on a eu plus d'opportunités en contre. Montpellier a vraiment poussé pour égaliser, donc on avait énormément d'espace, donc c'était plus simple de se créer des occasions. Mais j'ai du mal à tirer des conclusions autres que le fait que dans le foot, il y a des matchs où nous, très souvent, depuis le début de saison, on n'a pas de réussite devant le but, et des fois, des matchs où tout nous réussit, et je pense que c'était le cas hier. Donc c'est positif, et on ne va pas retirer aux joueurs
cet instinct en plus qu'ils ont eu hier et la réussite qu'ils ont eue. Mais j'ai du mal à voir un déclic ou quelque chose qui pourrait se prolonger sur les prochains matchs. Essayons quand même, messieurs, de décortiquer ce qui a marché et moins marché, peut-être, en attaque. Alors, commençons par ce qui a marché. Tu le disais, hein, Hugo, probablement la performance de Mohamed Ali Chaud, hein, avec son premier but sous nos couleurs, enfin aligné à son poste préférentiel dès le début du match. Alors, c'est un but. Alors nous, on va lui dire une passe décisive pour l'intention, même si ce ne sera peut-être pas compté par les statistiques de la Fédé, du coup, avec ce centre dévié. Mais voilà, est-ce que pour Mohamed Ali Chaud, c'est un déclic, du coup, c'est bien de le mettre en confiance et de lancer son aventure chez nous, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est une finalement juste conséquence de dire, en fait, quand tu fais jouer les joueurs à leur poste tout de suite, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'on doit y voir aussi, peut-être quelque chose dont Francesco Farioli doit s'inspirer en laissant vraiment un maximum de liberté à ses ailiers, comme il pouvait le faire avec Jérémy Boga avant son départ à la CAN. Voilà, en quelques mots, après, si on n'a pas grand-chose à dire sur ou de conséquences à tirer en attendant, on l'espère que ce soit validé par une nouvelle grosse performance face au derby. C'est juste l'occasion de souligner la très bonne performance de notre recrue hivernale. Je trouve que son match est intéressant. En plus, au départ, il a tenté quelques dribbles. C'est pas passé tout de suite, mais on sentait quand même qu'il y avait quand même on sent qu'il y a du talent chez ce joueur, qu'il a quelque chose. Et au fil du match, justement, il a trouvé la confiance petit à petit. Il a quand même fait quelques belles différences. Je trouve qu'on a enfin, on avait Jérémy Boga à gauche dans ce style-là, mais on a un peu justement ce joueur à droite aussi qui peut faire ce genre de différence là, et c'est quand même très très agréable de voir un joueur qui prend des risques, qui arrive à faire des différences par le dribble. J'ai très très hâte, je pense, comme beaucoup de supporters, de voir dans un même match Jérémy Boga à gauche et Mohamed El Ishlou à droite. Je pense que ça pourrait être très très intéressant. Un point aussi que j'ai noté, je le trouve très intéressant dans ses replis défensifs. Il n'hésite pas à faire les efforts, il récupère des ballons, il aide son latéral. Je trouve qu'il a déjà une très grosse maturité à ce niveau-là. Il est très efficace aussi à ce niveau-là, donc c'est très très bien. Et je pense que c'est ce qui est attendu aussi par Francesco Ferroli. Donc je pense que ce match-là, c'est dans le contenu et aussi par les statistiques, bien évidemment, comme on l'a dit, il a marqué ce but-là. Et bon, on va dire qu'il a cette passe décisive-là. Je trouve que ce soit dans les statistiques et dans le contenu, c'est vraiment un match qui va lui permettre de se lancer chez nous, de confirmer les quelques petites choses, les belles petites choses qu'on avait vues dans les matchs d'avant. Donc non, je suis très très content vraiment qu'il ait pu marquer ce but là hier et qu'il ait pu faire ce très beau match. Hugo, on attend beaucoup de Mohamed Ali Chaud, déjà parce qu'on sait l'immense talent sur le papier que ça peut être. On l'a vu de toute façon et découvert en Ligue 1 avec Angers avant son départ à la Real Sociedad, où ça s'est un peu moins bien passé, mais il est encore très jeune. On sait que voilà, il a de l'or dans les pieds, et puis globalement, ça a l'air d'être un garçon assez attachant qui s'est vite intégré au groupe et à l'équipe également sur le terrain. Ça fait du bien de le voir marquer et faire cette passe décisive ou pas, mais en tout cas provoquer également ce but-là. Est-ce que pour toi c'était déjà il prouve, il se rend déjà en fait essentiel dans cette équipe tout simplement pour aller dans une question la plus directe possible. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, Mohamed Ali Chaud est déjà indispensable à son poste d'ailier droit, validé par le genre de performance dont il nous a gratifié hier soir? Indispensable, je sais pas, mais très important dans le fait que habituellement on a la board Annie à ce poste-là, et ça fait du bien de retrouver un petit peu un ailier percutant qu'on avait perdu depuis que Boga est parti à la CAN. Et on sent qu'il était pas en confiance depuis son arrivée. Il tente beaucoup, il réussissait pas beaucoup. Et ce but, ça sera peut-être le fameux déclic mental qui pourra le lancer définitivement dans son aventure niçoise. Mais ouais, en effet, ça fait du bien d'avoir ce profil-là sur le côté droit, parce que c'est vraiment notre gros point faible depuis le début de saison. Encore une fois, c'est pas pour tirer sur la board, mais on avait eu aussi Mofi sur ce côté, Guessant qui a joué. Donc c'était vraiment ce profil-là qui, je pense, manquait à notre attaque. Et donc si ce but peut lui permettre d'engranger la confiance, c'est aussi pour ça que ces matchs de coupe sont là. Hein. C'est face à une adversité hier qui n'était pas élevée. Prendre de la confiance et essayer de retranscrire ça sur les prochains matchs, c'est tout bénef pour lui.
En tout cas, super perf de Mohamed Adicho. On va voir ça assez rapidement. Et puis, la question, hein, Jérémy, tu le disais, on espère tous, parce qu'on est quand même amateur de football et de spectacle et d'émotion. Hein, c'est pour ça qu'on aime ce sport. On a hâte de voir un match avec Mohamed Adicho et Jérémy Boga alignés en même temps sur le terrain. Après ce stick de Francesco Farioli, quand on sait l'importance qu'il donne à Gaëtan Laborde dans ce poste d'ailier droit, est-ce que voilà, ce sera possible, hein, on verra, mais en tout cas, on se posera peut-être rapidement la question dès le retour de notre ailier ivoirien de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors peut-être avec un trophée ou pas, au pire ce sera son coéquipier Terem Moffi qui le ramènera. Et puis voilà, parlons pour finir sur l'attaque, en tout cas pour finir sur ce qui s'est bien passé en attaque. On va passer de l'autre côté, si vous le voulez bien, messieurs, avec le match de Tom Louchet. Buteur encore, à un poste où on a pu l'apercevoir sur des séquences, mais voilà, il se balade toujours un peu partout, latéral droit, gauche, ailier droit, ailier gauche, milieu de terrain, il peut jouer un peu partout, sauf en défense centrale et numéro 9. Bon, il est probablement pas gardien non plus, mais voilà, le véritable couteau suisse de cette équipe, c'est récompensé par un but, et même au-delà du but, à titre personnel, ce que j'ai apprécié, et je crois que c'est en tout début de match que ça m'a frappé, c'est cette action où il remonte le côté gauche et où il combine bien avec Romain Perraud qui après fait un centre, et je crois qu'il trouve la tête de Mohamed Adicho qui n'arrive pas à la cadrer, ou non, elle rebondit, et du coup le gardien montpellierin peut s'en emparer, si vous en souvenez mieux que moi. Mais en tout cas, j'ai été agréablement alors est-ce que surpris c'est le mot, parce que du coup Tom Louchet nous surprend en bien à chaque fois, donc on finit par attendre de toute façon un match plein de sa part à chaque fois, mais j'ai été agréablement surpris par sa capacité en fait à dynamiter le jeu dans un profil très différent d'un Jérémy Boga ou d'un Mohamed Adicho, peut-être moins dribbleur et moins dans la percussion, mais par contre dans la qualité de passe et dans la projection, on a vu de très bonnes combinaisons avec un Romain Perraud derrière lui, et du jeu à une touche de balle vers l'avant. C'est un registre différent, mais ça fait du bien à voir, et encore une fois c'est récompensé par un but, par des stats. Moi, ce qui m'étonne beaucoup chez ce joueur, et c'est agréable et c'est surprenant dans le bon sens du terme, c'est que j'ai l'impression qu'il est dans l'effectif depuis longtemps à sa manière de jouer. On dirait qu'il est dans l'équipe vraiment depuis un moment. Je trouve très complet, justement très disponible pour ses partenaires, très intelligent dans le jeu, comme tu le dis. Bon, il a beaucoup combiné avec Romain Perraud, mais je trouve que justement il fluidifie beaucoup le jeu aussi. À chaque fois qu'il a le ballon, justement, ça va assez vite. Il perd pas de temps, il sait ce qu'il doit faire. Justement, bon, sur son but, il y a beaucoup de spontanéité aussi. Voilà, c'est un joueur qui est polyvalent, complet. Comme on l'avait dit lors de la dernière émission, moi je trouve que c'est bien de voir un jeune du centre de formation qui réussit aussi bien. Je pense que c'est aussi un exemple à suivre pour tous les jeunes du centre de formation, de voir que s'il y a du travail, si on fait ce qu'il faut, justement, on peut avoir du temps de jeu en professionnel, et n'empêche que les dernières semaines, il a quand même pas mal joué, il a mis ses 2 buts, donc c'est quand même vraiment une très bonne surprise, et c'est un peu une recrue hivernale pour finir. Pour paraphraser ce que pourrait dire Jean-Pierre River, notamment. Hugo, sur le match, sur le de Tom Louchet d'abord, et ce but et sa performance plus généralement, et ensuite je voudrais que tu nous donnes ton avis sur une question qui peut paraître prématurée, on va dire, sur quelle est sa place dans le groupe. Est-ce qu'il peut prétendre au 11? Alors bien sûr, il n'a pas le même statut que Mohamed Adicho ou que Jérémy Boga, hein, pour parler de ses concurrents, notamment sur les côtés, en attaque en tout cas. Mais en réalité, va peut-être se poser la question rapidement s'il continue à enchaîner les performances comme ça. Et dans ce cas-là, à quel poste on le verrait, si ce n'est pas s'installer dans le 11, mais en tout cas grappiller un maximum de temps de jeu, puisque mine de rien, il est là, il pousse la hiérarchie, et il valide de bonnes performances avec ses statistiques. Sur son match, ouais, je pense que Jérémy a déjà tout dit. Moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment une intelligence de jeu qui est incroyable à cet âge-là. C'est très très rare les joueurs qui jouent toujours dans le sens du jeu, qui font toujours la bonne passe aussi jeunes, et qui comprennent autant parce que Farioli, c'est un coach qui est très très exigeant tactiquement,
et de savoir s'adapter comme ça aux demandes, à de telles demandes aussi jeunes, plus le fait d'être capable de jouer absolument partout sur le terrain, c'est vraiment ce qui me choque le plus. Puis moi, j'ai pas souvenir de l'avoir vu une fois rater une passe ou pas jouer dans le bon tempo. C'est toujours la bonne passe au bon moment. On n'a pas C'est souvenir d'un vraiment- mauvais match ou d'un match où il aurait été, enfin d'un bout de match, il n'est pas toujours titulaire, où il aurait été invisible. Tu vois, il rentre dans un traquenard, mais même quand il rentre dans un traquenard comme au Havre, en fait, il en Ouais. sort par le haut. Même, ouais, pas forcément un match. En fait, il n'est pas visible. Enfin, tu vois pas que lui sur le terrain, mais quand tu le vois, il va toujours bonifier un ballon, bonifier une action. Même pas forcément en faisant des gestes incroyables. C'est toujours, il fait à 100% les choses les plus simples. Il fait toutes les choses simples. Il les fait à la perfection. Donc, sans inventer l'eau chaude. C'est, en fait, le genre de joueur qui est nécessaire dans un 11 et surtout dans un système qui est très huilé comme celui de Farioli. Et c'est pour ça, je pense qu'il l'aime autant, en plus de sa polyvalence. Ce qui m'amène à la suite de ta question, c'est en fait, moi, je suis incapable de dire son poste préférentiel. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il a joué piston contre Auxerre. Il me semble qu'il était relayeur contre Bordeaux. Là, il était ailier. Il peut jouer à gauche, à droite. Alors, en fait, je suis incapable de te dire où je le préfère vraiment. Avec ses caractéristiques d'intelligence, je te dirais peut-être au milieu. Mais avec ce qu'on a vu hier en milieu excentré, pour combiné avec Perrault, même sur l'action du penalty avec Claude Maurice, c'est lui qui a la passe. Donc c'est vraiment très dur de dire son poste préférentiel. Et ça lui servira, je pense, pas pour briguer une place de titulaire, mais en fait pour boucher les trous un peu partout. Comme on sait qu'on a beaucoup d'absences, si on a une absence au poste de latéral, une au milieu ou en ailier, c'est lui qui sera le choix numéro 1, je pense, pour boucher les trous. Un peu comme Rosario en défense, mais lui sur encore plus de postes. Dans un premier temps, en tout cas, ça sera bien pour lui, pour gratter du temps de jeu, comme tu dis. Après, si on se projette, alors on ne connaît Tom Louchet que depuis quelques semaines. Hein. Jérémy souligné, on a l'impression qu'en fait, il a toujours été là, ou si ce n'est pas toujours, mais que ça fait longtemps que Tom Louchet dans l'équipe, dans l'équation, voilà, en fait, on l'a rapidement adopté, mais on ne le connaît véritablement que depuis quelques semaines ou quelques mois. Mais bon, voilà, je pense qu'après, à terme, il faudra se poser un peu la question de s'il préfère jouer notamment devant, derrière. Ou au milieu de terrain. Alors, bon, bien sûr, la polyvalence, c'est toujours un avantage, mais voilà, je pense qu'il y a un moment donné où ne serait-ce que pour aussi la construction de l'effectif, savoir où est-ce qu'on le voit davantage, mais pour l'instant, qui font d'avoir un super jeune du centre de formation qui peut marquer des buts, enchaîner les rencontres, dépanner là où il est. Et en plus de ça, on voit l'interview, on voit son comportement sur et en dehors du terrain. Enfin voilà, que du perso, on se régale. Bon, je pense que c'est le moment de parler de ce qui a moins bien marché malheureusement aux avant-postes, et je pense naturellement au match de Gaëtan Laborde. Alors bon, dans cette émission, et notamment moi à titre personnel, j'avais très envie depuis maintenant de longues semaines, voire de longs mois, qu'on voit un peu Gaëtan Laborde à son poste préférentiel, le poste qui lui a permis de faire une super phase retour la saison dernière, et puis plus globalement de super saisons, que ce soit à Nice, à Rennes ou dans ses clubs précédents, ces 3-4 dernières saisons. C'était l'occasion, avec l'absence de Terem Moffi déjà, la volonté de faire souffler Van Guessant, de enfin le voir jouer en pointe. Et là, catastrophe, j'ai envie de dire, un match où on l'a très peu vu, en tout cas pendant trop longtemps. On s'est même posé la question de si il était véritablement sur le terrain. On le voyait davantage au niveau du repli défensif et voire même de la première relance. Alors c'est très bien qu'il fasse ses efforts défensifs, mais bon, quand il joue à droite, déjà ça parasite beaucoup son jeu. Quand il joue en pointe, il n'était carrément même plus devant au final, à voir si c'était une consigne du coach ou juste une difficulté à se rendre décisif et présent aux avant-postes. Et les rares fois où il a eu le ballon à négocier pour se mettre en position de tir, pour rentrer dans la surface, voilà, ça a été cata. Du coup, la question, je pense que vous la voyez venir. Alors, j'ai encore lui trouver des excuses, et je sors ma carte Joker mauvaise foi, que je sors au moins une fois par émission. Bon, voilà, c'était la première fois qu'on le voyait après l'avoir mis à un poste plus délicat pendant 6 mois et avoir niqué sa confiance. Peut-être qu'attendre qu'il mette un triplé dès la première rencontre, c'était peut-être un peu beaucoup, mais très clairement, on peut le dire sans critiquer le talent du joueur ou l'attachement qu'on peut avoir lui. Il y a un problème avec Gaëtan Laborde aujourd'hui, et ce problème ne s'est pas miraculeusement résolu hier soir, malheureusement. Ouais, comme tu le dis, je pense que c'est pas un match c'est pas parce qu'il a joué un match dans l'axe
que tout va aller mieux. Je pense que sur le papier, s'il enchaîne plusieurs matchs dans l'axe, au fur et à mesure, ça va aller mieux. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'il va enchaîner plusieurs matchs. Voilà. C'est ça. Je pense pas que ça va se faire. Il va y avoir le retour de Terem Moffi. Et en plus, il y a quand même Evan Guessant qui est en progression sur les dernières semaines et qui en plus a fait une excellente entrée hier soir. Notamment son jeu de haut but qui est en progression et qui est quand même de mieux en mieux. Donc ouais, je suis un peu inquiet parce que justement le match d'hier soir est encore compliqué parce qu'on n'a pas trop trouvé. Il était souvent esselé et bon à chaque fois c'était un peu compliqué pour lui aussi de s'en sortir. Donc ouais, très compliqué. J'ai pas trop grand chose à dire. Je pense que ouais, le fait d'avoir été quand même un joueur qui a fait beaucoup d'efforts défensifs ces derniers mois en étant côté droit, ça a beaucoup aidé l'équipe. Malheureusement, ça l'a pas beaucoup aidé pour sa confiance, ça c'est certain. Donc j'espère pour lui que ça va aller mieux, mais après c'est sûr qu'en tout cas dans l'axe du terrain, avec le retour de Terem Moffi et comme j'ai dit Evan Guessant, je pense que ça va être compliqué pour lui d'enchaîner à ce poste-là. Donc on verra, mais ouais, je suis quand même inquiet. Hugo, un match cata pour Gaëtan Laborde. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres mots. Jérémy soulignait que dans l'axe, ça va être compliqué, hein, avec Evan Guessant, on en parlera peut-être en fin d'émission, qui a fait des bonnes performances ces dernières semaines. Terem Moffi qui va revenir plutôt reposé de la CAN, vu le peu de temps de jeu qu'il a eu, mais il a mis son tir au but lors de la séance qui a qualifié le Nigeria pour la finale, il faut le reconnaître. Mohamed Ali Chaud, du coup, qui s'installe à droite, ou en tout cas qui sort d'une très bonne performance et qui a été recruté pour ça. Jérémy Boga qui va revenir à gauche, Tom Louchet qui peut jouer partout. Voilà, on sait que Gaëtan Laborde est un joueur avec un certain statut, qu'il est précieux dans son rôle défensif, que Francesco Farioli loue régulièrement ces dernières semaines et ces derniers mois. Il défend son joueur, tout ça, mais très clairement, en fait, quand tu vois que tous tes concurrents marquent des buts ou sont en progrès et que toi, tu galères, et là tu as l'opportunité en jouant dans l'axe, peut-être une des rares opportunités que tu pourras avoir par rapport au turnover et aux absents, et ben tu fais un match peut-être encore moins bon que tu peux le faire sur le côté droit ces dernières semaines. Voilà, on se demande en fait si l'horizon et le temps de jeu de Gaëtan Laborde ne vont pas gravement se boucher là immédiatement dès la fin du mois de février. C'est très compliqué parce que pour moi, je pense que c'est même pas une question de poste sur le terrain, mais plus une question d'adaptation au système de Farioli. Parce que vu qu'on repart tout le temps de très bas, notre bloc est souvent bas et Farioli il a besoin d'un attaquant qui soit capable de jouer dos au but et de gérer des 1 contre 1 dos au but pour ensuite conserver le ballon et lancer la transition sur le côté. Et le problème, c'est que Laborde, il est pas du tout capable de faire ça. C'est un attaquant un peu à l'ancienne qui se complaît plutôt dans une attaque à deux. Pour être à la conclusion des actions dans la surface. Et le problème, c'est qu'on joue très rarement, on joue pas du tout comme ça, même sous Farioli. Donc, en fait, que ce soit à droite ou dans l'axe, en fait, ça change pas grand-chose, parce que dans tous les cas, il aura à gérer il sera pas dans la surface, quoi. Il aura toujours à gérer des ballons de haut but, et il le fait pas bien. Il est pas du tout capable non plus de prendre la profondeur. Donc, en fait, ça pose un gros problème. Pour le système. Après oui, il fait le travail défensif extrêmement bien, il presse et donc c'est précieux pour le coach, mais si on veut améliorer notre animation offensive, malheureusement je pense que il pourra pas y être, à part si Farioli décide de changer son système, ce qui est hautement improbable. Oui, on l'a vu 2 fois ces dernières semaines, et en fait, même un Gaëtan Laborde réaxé derrière l'attaquant, comme qu'on a pu le voir à Brest, ça n'a pas franchement donné satisfaction, malheureusement. D'un bout du terrain, on va aller à l'autre, et on va parler de la défense. Alors, victoire 4-1, victoire éclatante, l'important c'est la qualification, en plus, on a marqué plein de buts, tout ça. Mais se pose un peu la question de notre défense. Alors bon, loin de nous l'idée de critiquer notre immense charnière centrale, Todibo Dante, Marcin Bulka, qui a encore arrêté un penalty. Vous voyez, on n'en parle même plus vraiment, on n'en fait plus un sujet, parce que, je sais pas vous, moi quand j'ai vu le penalty siffler, le Montpellierien s'approcher, j'ai même pas tremblé, en fait. Je me suis dit, non mais Marcin va l'arrêter comme d'habitude. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre de toute façon. Mais blague à part, je voudrais qu'on dise un petit mot sur cette défense, qui en fin de rencontre a quand même donné des signes
assez inquiétant, hein. J'ai pas trop peur d'utiliser ce mot-là, hein. Pour un petit point statistique, au final, Montpellier finit avec 22 tirs et 8 cadrés, donc c'est quand même beaucoup de tirs à défaut d'occasion, hein, parce que bon, n'importe quel tir compte pour un. On n'a pas forcément non plus tremblé des fesses, hein, sur cette fin de match, surtout avec une telle avance au score, mais voilà, beaucoup plus de tirs concédés, des relances un peu faites à l'arrache en fin de match. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Enfin, quand je dis s'inquiéter, le mot est peut-être un peu fort cette fois-ci, mais est-ce qu'on doit se poser la question d'une baisse d'efficacité de notre défense, ou est-ce que, avec 4 buts d'écart et voilà, une qualification en poche, on s'est permis un relâchement qui n'est bien sûr jamais totalement bienvenu, mais qui est entendable, et on sait qu'on va repartir avec une autre dynamique face à Monaco dans le derby. Alors, inquiet, non, parce que je trouve quand même que le match a été cohérent comme d'habitude. Par contre, là où je te rejoins, c'est surtout en fin de match, bon, on va dire qu'à partir du moment où on a mené 4-0, c'est vrai qu'on a été vraiment dans la gestion et je trouve qu'on a quand même légèrement trop subi. En plus, étant donné que TJ Savanier et Wabi Kazri étaient quand même sortis côté Montpellierin, donc il y avait quand même un petit peu moins de danger, je pense, offensivement Ouais, mais côté Montpellierin. il y avait 2 joueurs de Mais plus debout au lieu de se rouler par terre, quand même. non, non, je ne veux pas parler de ça, mais non, mais après voilà, je pense que ouais, il y a eu évidemment, je pense que quand tu mènes 3-4-0 comme ça dans un match à l'extérieur et que tu sais que tu es quand même solide défensivement et qu'en plus tu as un super gardien derrière, il y a, je dirais pas un petit relâchement, mais peut-être que tu te mets un petit peu moins de pression aussi pendant le match, tout ça. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Et honnêtement, qu'on se prenne un but, ça ne m'a absolument pas surpris. La seule chose que je regrette, c'est que bon, quand tu subis un penalty, ton gardien l'arrête. Prendre un but 30 secondes, une minute après, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Bon, un but, Même s'il me semble que le but est hors jeu, je crois. j'allais Ouais, dire, un il me but semble, mais pas ouais, voilà. forcément valable non plus, mais Ouais, bon, ouais, voilà, mais bon, c'est sur le principe, je trouve ça un petit peu dommage. Après, non, je suis pas forcé, je suis pas inquiet parce que je trouve que nos quatre défenseurs hier ont fait un bon match. Il faut encore souligner aussi le fait que Rosario ait fait le travail à droite et en plus, voilà, bon, Marcin Bulka qui a fait son match et qui est quand même, bon, comme très souvent, voire quasiment tout le temps, hein, qui est très solide et quel plaisir d'avoir un gardien qui arrête des pénaltys comme ça. Je crois que cette année, enfin si je me trompe pas, j'ai vu la stat, c'est 5 pénaltys arrêtés en comptant bien évidemment les pénaltys du tir au but contre Auxerre. Mais il est quand même impressionnant, hein. Franchement, bon déjà de base c'est un super gardien, mais en plus quand même l'efficacité qu'il a sur les pénaltys c'est quand même assez incroyable parce il est très grand et en plus il a quand même une capacité à aller au sol qui est quand même très rapide. Donc non, c'est un super gardien. Et après, non, non, je suis pas forcément inquiet. J'étais plus inquiet quand j'ai vu Dante sortir. J'ai cru que c'était une blessure, mais bon, du coup, après, c'était pour le faire souffler. Je pense que c'était le moment de le faire souffler. Ça a donné aussi quelques minutes de temps de jeu à Antoine Mendy. C'était bien. Donc non, ça va, je suis pas inquiet à ce niveau-là. Marcin Bulka qui nous avait permis de passer l'obstacle parisien, hein, avec son efficacité sur penalty dans une séance de tir au but dont on se souvient. On n'a plus qu'à, et on en parlera dans quelques instants, espérer que ce soit la même chose au prochain tour. Hugo, sur la défense, alors bien entendu, c'est pas de légers errements et avec un but pas nécessairement valable qu'on va remettre en cause l'immense travail de notre défense, mais en tout cas, on a concédé beaucoup de tirs, et puis voilà, moi c'est vraiment dans la relance où j'ai l'impression qu'à la fin on était un peu moins dans la maîtrise et un peu plus voilà, un peu plus dans le bricolage et dans le fait de se débarrasser le ballon. Alors c'est anecdotique vu le score, la qualification et tout ça, mais c'est à noter parce que c'est tout simplement parce que c'est exceptionnel dans le mauvais sens du terme de la part d'une défense qui est d'habitude l'assurance tout risque. Bah exactement, tu l'as dit dans ta question. Pour moi, le problème, c'est pas vraiment la défense en tant que telle, parce que je trouve que notre axe Boulka, Todibo, Dante, Youssouf a fait un match encore impressionnant notamment au niveau aérien. C'est dès qu'il y a un centre qui part, tu peux être sûr que soit Boulka va le boxer, soit un de nos trois défenseurs va le repousser. Mais c'est plus dans la relance que je nous ai trouvé moins bon, un peu à l'image de la deuxième mi-temps contre Brest. C'est-à-dire qu'avec certes, les adversaires qui nous pressent haut, ça nous permet de libérer des espaces dans leur dos, mais ça provoque aussi beaucoup de déchets, notamment
Notamment, ouais, Youssouf que je trouve pas très inspiré sur les relances courtes, ce qui nous a coûté de concéder énormément de coups francs très très bien placés, surtout en deuxième période. Je crois qu'il y a une séquence de 3 coups francs de suite en 5 minutes qui sont à l'entrée de la surface. Donc ouais, je suis pas vraiment inquiet sur l'aspect défensif pur. C'est-à-dire même en profondeur, Todibo qui gère toujours, dans les duels, Dante il est là, Youssouf qui vient bien s'intercaler, mais plus dans nos schémas de relance qui ont été un petit peu poussifs hier, et même en début de match en fait finalement, parce qu'avant le but de Youssouf on est un peu en difficulté, on a du mal à trouver nos schémas habituels, donc ouais, à voir si c'était circonstanciel ou si ça se confirme, mais effectivement qu'on c'est des 22 tirs, certes ils ont pas été, peu d'entre eux ont été dangereux parce que c'était beaucoup de tirs de tirs lointains, mais oui, c'est perte de balles à la relance, il faudra les gommer contre Monaco, c'est sûr. Oui, on risque d'être davantage puni face à nos voisins dans le derby de dimanche si on se permet ce genre d'errance. Bon, voilà, encore une fois anecdotique, peut-être que c'est pour un peu trouver la petite bête, mais je trouve que là, voilà, il y a aussi un peu plus de buts encaissés cette saison, mais bon, c'est peut-être circonstanciel, comme tu le disais, Hugo, à voir dès dimanche, tout simplement. Mais avant de retourner au championnat, on va rester un peu sur la Coupe de France. Bah, non, vous savez quoi, allez, je change d'avis directement. On va peut-être un peu anticiper nos dossiers sur le match, puisqu'après on va se projeter sur la suite quand même, des joueurs dont on n'aurait pas nécessairement encore parlé, ou en tout cas des leçons à tirer de cette rencontre. Et Jérémy, il me semble que tu voulais qu'on parle de l'entrée d'Aliou Baldé, qui a eu sa petite demi-heure de temps de jeu, trop rare depuis le début de la saison, mais là il est rentré à l'heure de jeu pour remplacer Mohamed Ali Chaud. Ouais, je trouve que en tout cas, il a fait une très bonne entrée et il a failli marquer un très beau but d'ailleurs. Ça s'est pas joué à grand chose. Je suis assez étonné quand même de pas plus le voir en fait parce que bon, il doit certainement y avoir une raison et il doit certainement être en train de progresser, travailler en entraînement avec Francesco Ferrari, mais je me pose quand même la question, sachant que justement on a eu beaucoup ce débat sur le côté droit, en première partie de saison, on n'avait pas assez de joueurs percutants à droite qui arrivaient à faire de différence par les dribbles et par la vitesse. Enfin franchement sur l'entrée d'hier soir, je l'ai encore trouvé vraiment très très bon techniquement, à l'aise balle au pied, rapide. Et il joue justement, je trouve qu'il joue quand même très très vite aussi, il fait les passes dans le bon tempo. Donc vraiment une très bonne entrée. Donc j'ai pas trop d'explications, même si, comme je l'ai dit, doit sûrement y en avoir, hein, mais j'ai pas trop d'explications sur le fait qu'on le voit moins, parce que je trouve que vraiment à chaque fois qu'il est entré en jeu et qu'il a joué, c'était vraiment bon, voire très bon. Donc en tout cas, c'est bien d'avoir un joueur comme ça aussi qui peut entrer et apporter justement tout ce qu'il a pu apporter par exemple hier soir. Mais c'est vrai que, bon, si on avait eu un tirage peut-être un petit peu plus abordable aussi en Coupe de France, on va y venir en quart de finale. Il aurait peut-être pu jouer titulaire sur ce prochain match-là, mais bon, là, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, j'aimerais bien le voir, en tout cas, quand même plus souvent, parce que je trouve que vraiment, ça a l'air d'être vraiment un très bon joueur. Hugo, d'abord sur l'entrée, puis sur le rôle d'Aliou Baldé, un peu rebondir sur ce qu'a dit Jérémy, qu'on a quand même très peu vu, alors que c'était un poste où personne ne donnait vraiment satisfaction jusqu'à peut-être l'arrivée là du coup de Mohamed Ali Chaud, qui semble être en capacité de s'installer dans la durée sur la phase retour. Et puis après, je te laisse suivre avec le sujet que tu voulais nous apporter au débat. Ouais, Baldé, je pense que le fait qu'on l'ait pas beaucoup vu jouer, l'explication elle est simple, c'est on est très souvent devant au score. Donc en fait, en fin de match, dans le coaching de Farioli, il privilégie souvent le côté gestion de match plutôt que de pousser en faisant entrer un profil un peu feu follet comme Baldé, qui va plutôt t'aider quand t'as besoin de débloquer une situation ou de percuter une défense. Les quelques fois où il est rentré, c'était au Havre, c'était à Clermont quand il y avait 0-0, ou aussi contre Monaco, au début de saison, il y avait 0-0. Donc c'est à chaque fois qu'il rentre, en fait, c'est quand Farioli ressent le besoin d'ajouter un nouveau profil offensif pour débloquer un match. Alors que quand on est en gestion, il l'avait fait rentrer, il me semble, contre Bordeaux avec Bonani, et on avait vécu un dernier quart d'heure très très compliqué parce que c'est un profil c'est un petit peu un diamant à polir, quoi. Il est niveau intelligence de jeu, niveau aspect défensif, placement, il n'est pas encore rodé. Donc je pense que c'est surtout pour ça, en fait, si on avait été plus souvent mené au score, en fait, je pense qu'on l'aurait beaucoup plus vu. Et sur le dossier que je voudrais aborder,
On n'a pas du tout parlé de Claude Maurice, qui est quand même un sujet qui fait souvent bien polémique dans la communauté OGC Nice. Je plaide coupable totalement, effectivement. Et ouais, non, mais j'ai trouvé qu'hier, en fait, on a vu tout ce qu'on aime et qu'on déteste un peu chez Claude Maurice. C'est-à-dire, je trouve une première mi-temps où il est toujours aussi frêle physiquement, il se fait un petit peu toujours bouger dès qu'il y a un duel, il peut avoir des pertes de balles dangereuses, mais en même temps, toujours ses prises de balles parfaites, ses orientations de jeu, et capacité aussi, dès qu'il a du temps et de l'espace, en fait, d'allumer une action comme ce 1-2 avec Tom Louchet qui mène au penalty. Donc, encore une fois, un match un peu paradoxal, je trouve, de Claude Maurice qui, je pense, aura du mal à briguer une place de titulaire, mais qui, dans ce rôle de tête de joker, a toujours cette qualité technique incroyable et qui peut en fait toujours débloquer une situation n'importe quand, comme en fait être totalement invisible sur un match. Donc c'est encore le match paradoxal de Claude Maurice que j'aurais voulu souligner. Récompensé par un but quand même, avec ce penalty laissé par Gaëtan Laborde apparemment. Donc bon, c'est au fond, ça compte comme un but. Si ça peut faire office de déclic pour lui également, ça peut être bien pour notre fin de saison, en tout cas d'essayer de compter sur lui en tant que super sub, et effectivement pour apporter un peu cette touche technique. Et moi, ce que j'ai quand même apprécié sur, je vais pas dire sur son match, ça serait un peu ambitieux, mais en tout cas sur l'action qui mène au penalty, qu'il provoque lui-même, c'est cette capacité à jouer dans les petits espaces. Il nous manque peut-être un profil un peu de joueur comme ça, notamment au milieu de terrain. Et là, il a su bien le faire sur ce déplacement à la Mosson, et c'est à mettre à son crédit. Si vous me le permettez, messieurs, je vais terminer et conclure ce match, parce que bon, je sais très bien que si je fais une émission sans parler sans défendre Morgan Sanson, ça va choquer certains de nos auditeurs et de nos auditrices. Mais bon, Jérémy, je crois, en a parlé un peu tout à l'heure. Je trouve quand même que Morgan Sanson enchaîne les performances. Alors encore une fois, c'est pas un match à 9 sur 10 qui nous fait, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment à souligner que ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne des performances à haute intensité, avec vraiment un volume de jeu très important. En début de rencontre, c'est quand même lui qui, encore une fois, limite prend la pointe haute du milieu de terrain, alors que la question pouvait se poser avec Alexis Claude Maurice, qui a un profil plus offensif que lui, supposément. Vraiment, moi, je vais pas dire que je redécouvre Morgan Sanson, mais je trouve qu'en fait, il est... quand c'est lui au final qui joue le plus haut sur le terrain, et notamment dans l'entrejeu, ça le met davantage à son avantage, hein. Ce n'est pas terrible phonétiquement et grammaticalement, mais vous avez l'idée. On le voit davantage. Alors après, bien sûr, ça peut se parfaire un peu dans les combinaisons avec les joueurs offensifs, dans certains choix de passe et du déchet technique. Je suis bien d'accord, mais je le trouve je trouve qu'il apporte davantage de choses au collectif niçois en jouant un cran plus haut, en tout cas en portant le ballon en cran plus haut, comme on l'a vu encore une fois à la Mosson. Après, on sait que c'est un joueur qui aussi peut avoir des coups de moins bien, sinon il ne serait pas à l'OGC Nice, bien entendu. Mais je pense que ça fait partie des clés aussi à trouver au milieu de terrain, l'utilisation de Morgan Sanson. Et on sait que le milieu de terrain, par rapport à la rencontre d'hier, où il était associé à Youssouf et à Claude Maurice, risque quand même de pas mal changer. Kefren Turam était préservé physiquement, mais aura son mot à dire sur la fin de rencontre, fin de saison, pardon. Hicham Boudaoui, qui lui était sur le banc mais n'est pas rentré en jeu, peut aussi prétendre à une place. Mais voilà, il y a profusion de talent. Il nous manque peut-être, comme on le disait dans l'émission la semaine dernière, un milieu un peu plus complet et passeur, on va dire, pour servir les attaquants à la Mika Seri, pour prendre le dernier exemple qui me vient en tête comme joueur de l'OGC Nice. Mais voilà, dans ce qu'il apporte en volume de jeu et dans cette volonté en fait de dépassement de fonction et d'apporter le surnombre devant, je trouve qu'il rend des nouveaux services là en 2024 par rapport à une première partie de saison qui avait été certes très satisfaisante, mais je trouve dans un registre différent. Messieurs, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur Morgan Sanson, sinon on peut passer directement sur le tirage au sort des quarts de finale et du choc qui attend l'OGC Nice. Non, je suis d'accord pour Morgan Sanson, ouais. D'accord, très bien. Bon, alors passons directement à ce tirage au sort. L'OGC Nice a été du Paris Saint-Germain, de l'ogre parisien, le leader de la Ligue 1. En plus de ça, au Parc des Princes, vous me direz, on y a déjà gagné, mais quand même, c'était probablement le
probablement le pire tirage possible, se diront la plupart de nos auditeurs, de nos auditrices, et je pense qu'il est difficile de leur donner tort là-dessus. Messieurs, je vais quand même vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment le pire tirage possible pour l'OGC Nice? Alors voilà, entre la victoire au match aller, enfin sur la phase aller en championnat, voilà. Et est-ce qu'au final, il n'y a pas aussi une nécessité de se dire, si on veut remporter le trophée, faut passer par ce genre de match, et c'est peut-être bien en fait d'écarter le plus rapidement l'un des prétendants à la finale et au titre au final, si on veut après nous-mêmes aller chercher la coupe et la ramener à la maison. Je suis assez partagé. Bon, on va dire que je suis quand même un peu frustré. C'est mon moment râleur. Hein. Il faut bien qu'il y ait un moment dans l'émission où je râle quand même. On aurait préféré tirer Valenciennes, hein, très clairement, on va pas se mentir. Mais voilà. Mais j'aurais surtout préféré avoir un match à domicile aussi, parce que bon, là, ça commence à faire pas mal de matchs à l'extérieur. Je trouve ça un petit peu dommage. Honnêtement, je m'attendais à voir soit Rennes, soit Paris à l'extérieur. Donc, voilà. Je trouve quand même qu'on a vraiment pas de chance au tirage de manière générale. Je pense que la dernière fois on a eu de la chance. Vraiment, c'était contre Versailles quand on a joué en demi-finale. Il y a 2 ans. Sinon, honnêtement, je trouve quand même que 3/4 du temps on a vraiment pas de chance, et c'est quand même dingue. Encore une fois, on a un parcours. On joue le leader de Ligue 2. On va à Bordeaux, on va à Montpellier, là on va à Paris. C'est quand même à chaque fois des parcours qui sont, je trouve, c'est soit des matchs, c'est le choc à chaque fois, soit c'est des matchs quand même qui sont très compliqués. Et bon, je peux pas m'empêcher de toujours comparer nos parcours souvent à d'autres équipes au tableau de Ligue 1 qui ont quand même des parcours qui sont beaucoup plus faciles. Hein. C'est quand même, je trouve ça quand même assez hallucinant, le manque de chance qu'on a. Après voilà, bon, c'est bien aussi de jouer Paris, ça fera un gros match. Espérons la même finalité qu'il y a 2 ans, où on avait gagné au tir au but. Bon, même si on gagne avant, ce sera plus sympa, mais voilà, après, c'est sûr que si on élimine Paris et qu'on va en demi-finale, on a encore une fois de bonnes chances d'aller au bout. Donc bon, on verra maintenant, c'est fait, mais c'est vrai que moi, quand même, ma première sensation, ça a été, encore une fois, manque de chance, et c'est quand même assez fou, ces tirages à chaque fois, quoi. Mais bon, on verra bien. Hugo, c'est forcément rageant de tirer le Paris Saint-Germain, et en plus de ça au parc, quand tu vois les équipes qu'il y avait. Alors bon, je dis pas qu'on aurait trouvé que c'était une partie de plaisir d'aller jouer un derby en supposant que Monaco se qualifie, ce qui est pas gagné à l'heure où on enregistre, vous le saurez vous en écoutant ce podcast, mais nous on est encore un peu dans l'incertitude, ou alors d'aller jouer dans une équipe de Ligue 1 comme Lyon qui est dans une nouvelle forme, Rennes qui nous a battus il y a quelques semaines, mais bon, c'est quand même rageant en fait. Tu tapes le leader du championnat à l'extérieur et dès les quarts de finale, alors que tu pouvais t'offrir, même si magie de Coupe de France oblige, on ne sait jamais, tu peux t'offrir une demi-finale facile à la maison en recevant au hasard un club comme Valenciennes. Ouais, puis en fait, surtout, il y a le truc, il y a des années où tu sens que c'est la bonne année pour prendre Paris, et d'autres non. Et je pense que cette année, c'est vraiment pas la bonne, parce que ça fait 2 ans qu'ils l'ont pas gagné, et cette année, ils l'ont vraiment érigé en objectif majeur. Euh, on les a battus, on est la seule équipe française à les avoir battus, donc ils auront forcément envie de prendre leur revanche et d'oublier ça. Plus le dernier match de coupe, on les avait éliminés chez eux. Donc forcément, je pense que même si ce match est peut-être, je crois, une semaine avant leur match retour de Ligue des Champions, je pense qu'ils ne feront pas beaucoup tourner. De toute façon, Mbappé joue tous les matchs, donc il jouera. Et il y avait une histoire avec Mofi aussi, donc ça les motivera aussi. Donc c'est vraiment pas du tout, je pense, la bonne année pour prendre Paris. Mais ouais, qu'après, en réfléchissant, c'est mieux là que de les prendre en finale, forcément. Donc on est toujours bon dans les gros matchs, donc je pense que les joueurs aussi seront surmotivés. Et ouais, on a aussi l'avantage Boulka pour les tirs au but, donc on n'a pas non plus à y aller en victime ou quoi que ce soit, on est largement capable de le faire, mais c'est sûr que les prendre dès l'écart et à l'extérieur, c'est vraiment, t'as envie de t'arracher les cheveux, mais pourquoi pas en tout cas. Il faudra bien passer par là, de toute façon, sur la route, non pas du Stade de France, Jeux Olympiques de Paris oblige cet été, mais d'un stade qui est encore à déterminer entre Lyon, Lille et le Vélodrome, si je dis pas de bêtises. Alors il y a peut-être un peu plus de chances que ce soit Lille que Lyon, vu le résultat du quart de finale et la qualification de l'OL, mais voilà, d'un côté je me dis,
gagner une Coupe de France en jouant la finale au Vélodrome, est-ce que ce ne serait pas l'accomplissement ultime de notre vie de supporter de l'OGC Nice? Je suis pas sûr qu'on pourrait rentrer vivant chez nous après, mais en attendant, ça serait une belle façon de mourir. Bon, bref, blague à part, on n'y est pas encore en finale, il faudra passer sur l'ogre parisien. Peut-être que c'est effectivement mieux de les tirer maintenant que de les jouer en finale, mais bon, voilà, de la même manière qu'en championnat, il faudra être intraitable pour continuer à rêver aux étoiles de Ligue des Champions. Si l'OGC Nice veut rapporter son premier trophée en 27 ans, ça commence à dater, on se fait vieux. Il faudra de toute façon gagner un maximum de matchs. Tu veux dire que je suis vieux? Non. C'est ça? Oui, mais écoute, voilà, je te souhaite de connaître une victoire, un trophée de l'OGC Nice, mais c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses malheureusement à soit peu vous en souvenir, soit carrément de ne pas avoir été né. Prochain match, c'est le derby dimanche soir face à Monaco. Monaco qui est tombé certes à la 5e place du classement avec son match nul au Havre, face au Havre, pardon, au Louis II, même si c'est un peu toujours l'extérieur pour eux, certes, le week-end dernier, mais qui n'est jamais qu'à 4 points de l'OGC Nice. C'est une chance de mettre un concurrent à l'Europe et notamment à la Ligue des Champions à 7 points, il faudra la saisir, il faudra s'inspirer du match aller où Marcin Bulka avait été intraitable déjà sur penalty et on avait été libéré par Jérémy Boga, qui sera malheureusement absent, mais on espère pour lui et on n'espère pas pour nos amis nigérians. Par contre, voilà, peut-être couronné avec la finale de la CAN qui se jouera au même moment. On se retrouve lundi soir pour ce débrief. Jérémy, Hugo, merci de m'avoir accueilli tout au long de cette émission, une émission exceptionnelle. Le GC a marqué 4 buts, ça n'arrive jamais. Profitons-en et on peut le répéter encore pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le derby arrive dimanche. Et puis on se retrouve, comme je le disais, très bientôt. D'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.